Bonsoir. Alors j'ai toujours été un grand rêveur parce que je pense sincèrement que la vie est faite pour rêver et que les rêves sont faits pour être réalisés. Lorsque l'on est enfant, on a souvent des rêves plein la tête et beaucoup de gens finissent par les abandonner par peur et par conformisme. Et il est évident que pour réaliser ses rêves dans la vie, il est important de sortir de sa zone de confort. Il est important de s'exposer, de se mettre en danger. Et c'est là où la magie opère. C'est là où vous pouvez faire de votre vie quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand j'étais enfant, j'étais fasciné par le magicien d'Oz. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire du magicien d'Oz? Moi, je vais vous la rappeler brièvement. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Dorothée et qui est emportée par une tornade et qui atterrit dans un pays imaginaire peuplé de sorcières et de magiciens. Et pour rentrer chez elle, elle a besoin de l'aide d'un magicien qui est le magicien d'Oz. Et ce magicien habite dans un palais au bout d'une route de briques jaunes. Donc elle décide d'emprunter cette route de briques jaunes et elle va rencontrer des personnages hauts en couleur comme un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau, un bûcheron en fer blanc qui lui se plaint de ne pas avoir de cœur et un lion qui se plaint de manquer de courage. Et ensemble, ils vont vivre des aventures extraordinaires. Et moi, j'aurais tout donné pour vivre des aventures comme celle-là. Plus tard, lorsque j'avais à peu près 17 ans, on m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie. Moi, tout naturellement, je répondais à ce questionnement en disant, moi, je veux réaliser mes rêves, je veux voyager, je veux découvrir le monde, je veux découvrir d'autres cultures, je veux rencontrer des gens et vivre des aventures. Et à chaque fois, on me répondait, mais c'est pas un métier, ça. On me répondait, arrête de rêver, redescends sur Terre. Arrête de rêver, je pense que c'est une phrase que vous avez déjà dû entendre au moins une fois dans votre vie. Et bien souvent, elle est prononcée justement par des gens qui ont abandonné leurs rêves depuis longtemps. Plus tard, lorsque j'avais 25 ans, donc je lisais beaucoup de livres d'aventuriers, d'explorateurs, des gens qui avaient vraiment choisi de vivre leurs rêves, qui m'inspiraient énormément. Et parmi mes lectures, je suis tombé sur un livre qui m'a particulièrement marqué, qui est un livre de Serge et Nicole Rotely, La Terre à en perdre la boule. Alors c'est l'histoire d'un couple, Serge et Nicole, qui ont fait le tour du monde. Mais ils l'ont fait d'une manière particulière, puisque Serge l'a fait intégralement en courant. Et ça m'a vraiment marqué tout simplement parce que c'était quelque chose que je rêvais de faire, quelque chose qui était sur ma liste de rêves. Parce que j'ai une liste de rêves, j'ai une liste de choses que je veux à tout prix accomplir dans ma vie, et ça en faisait partie. Donc je me suis dit, il faut à tout prix que je rencontre Serge. Donc je me suis arrangé pour récupérer ses coordonnées et je l'ai appelé. Et là, il m'a appris que quelques semaines plus tard, il donnait une conférence, un peu comme celle-ci, à Vichy. Donc je suis originaire de Dunkerque, j'habite Dunkerque. Et je me suis dit, ok, je vais déjà commencer par là, je vais aller à Vichy en courant. Donc à l'époque, j'avais encore jamais couru de marathon. Bon, je faisais déjà beaucoup de sport, vous imaginez. J'étais déjà sapeur-pompier professionnel à Dunkerque. Et donc je suis parti comme ça, et j'ai fait 70 km par jour en une dizaine de jours, donc les 700 km, et je suis arrivé à Vichy, où j'ai rencontré Serge. À l'issue de cette conférence, j'ai vraiment été passionné par le personnage et par ce qu'il avait fait. Et je voulais, tout comme le magicien d'Oz, tout comme Dorothée, vivre une aventure comme celle qu'il avait vécue. Et j'ai dit à ma femme, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant, c'est ici maintenant que ça se passe, il faut qu'on parte. Elle m'a dit, ok, très bien, où on va? Et je lui ai dit, mais écoute, on va au bout du monde. Et je ne croyais pas si bien dire, puisque j'avais lu un autre livre de Mike Horn, qui lui a fait le tour du monde, à pied également, mais par le cercle polaire. Et il était parti du Cap Nord en Norvège. Et j'avais lu que le Cap Nord en Norvège, c'était vraiment le bout du monde, puisque c'est la ville la plus au nord. Après le Cap Nord, il n'y a rien, si ce n'est le pôle Nord. Donc je me suis dit, je vais partir du pôle Nord, et comme je voulais faire quelque chose qui n'avait encore jamais été fait, je dis, je vais partir en plein hiver. C'est-à-dire que quand on part en plein hiver du Cap Nord, c'est des températures de moins 40, moins 45 degrés, des conditions assez extrêmes. Et donc à partir du moment où on avait notre point de départ, on s'est dit, on va partir d'un point symbolique, on va arriver à un autre point symbolique. Et on s'est dit, on va aller jusqu'à Gibraltar. On a donc été acheter une carte de l'Europe et on a tracé un itinéraire. Alors cet itinéraire, comme vous pouvez le voir, il est pas tout à fait direct.
puisqu'en fait, ce qui nous importait, c'était pas trop la destination, et finalement, dans ce genre de voyage, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage en lui-même, c'est les rencontres, et c'est le partage qu'on allait pouvoir avoir dans ce périple. On avait juste une contrainte, c'est que comme on partait du Cap Nord en plein hiver polaire, il fallait, pour raison de sécurité, qu'on ait un engin motorisé. Donc, on a décidé donc, qu'on repasserait par Dunkerque, d'ailleurs vous le voyez sur la carte, et que donc Laetitia, donc mon épouse, prendrait le quad sur la première partie par raison de sécurité. Je vous expliquerai d'ailleurs que ça nous a bien servi. Et ensuite, à Dunkerque, elle changerait, elle prendrait le vélo pour la suite du périple. Et ensuite, on s'est dit, c'est bien de voyager, de réaliser notre rêve, mais ce serait bien qu'on le fasse pour une cause qui nous tienne à cœur. Tout simplement parce que le fait de le faire pour quelque chose qui nous tienne à cœur, ça va surtout nous permettre, dans les moments difficiles, de ne jamais abandonner, de se rattacher à quelque chose et d'être engagé pour quelqu'un, d'être engagé pour quelque chose, pas uniquement pour soi-même. Donc, on a créé une association qui s'appelle Coureurs de rêve et qui a pour but, par le biais des défis sportifs que je peux réaliser avec mon épouse, de récolter des fonds pour réaliser le rêve d'enfants malades. C'est-à-dire qu'en réalisant notre rêve, on pouvait réaliser le rêve d'autres personnes et peut-être inspirer ces enfants et les soutenir dans leur maladie. Alors ensuite, il fallait nous financer, nous, personnellement, puisque on partait pendant 9 mois, on quittait nos emplois. Donc voilà, donc on a commencé à créer on a créé un dossier pour pouvoir aller chercher des sponsors, tout simplement. Et là, on a eu la surprise, puisque je pensais qu'un grand rêveur allait forcément inspirer des gens, qu'on allait forcément avoir des gens avec nous. Et en fait, le type de réaction qu'on a eue, c'est celle-ci. On a beaucoup de gens qui se sont énormément moqués de nous, parce que tout simplement, ils pensaient que c'était pas possible, ça n'avait jamais été fait, on ne pouvait pas courir à moins 45 degrés, surtout qu'on n'avait aucun point d'attache, on dormait dans une tente, on devait se débrouiller en autonomie totale, surtout en Laponie où il n'y a rien, hein, il n'y a que de la neige et des ours. Et on s'est dit aussi, donc là vous voyez, bon là on est au Cap Nord, j'ai passé une slide un peu trop vite. Et finalement, on a, pour se financer, on n'a pas attendu que tous les feux soient ouverts. On a vendu pas mal de nos biens personnels, notre voiture, puisqu'on en aurait de toute façon plus besoin. Et comme vous voyez, le 12 janvier 2007, on était au Cap Nord. Donc je faisais mes premières foulées par moins 25 degrés, il faisait chaud ce jour-là. En plein hiver, alors vous voyez, il est 14 h, hein, il fait la nuit complète en plein hiver. Et donc voilà, donc Laetitia n'avait pas pu me suivre sur cette première partie puisque la route était bloquée. Officiellement, je ne pouvais pas courir. On avait dû parlementer avec les autorités norvégiennes pour qu'ils me laissent courir, à condition qu'il y ait un véhicule de sécurité des autorités qui nous suivent. Donc voilà. Alors ensuite, on a passé une première semaine un peu compliquée parce qu'effectivement, il fallait se régler sur pas mal de choses. Étant donné qu'on était en autonomie, on avait nos provisions d'eau qui gelaient. Donc on n'avait pas d'eau à certains moments. Notre nourriture gelait également. Donc d'ailleurs, je me suis cassé une dent, j'en ai perdu une. Voilà, bon. La première semaine s'est quand même plus ou moins bien passée. Jusqu'au 7e jour, où là, je vous disais que le quad nous avait servi. Le 7e jour, Alors le 7e jour, j'ai eu un petit souci, c'est qu'on avait l'habitude au Cap Nord, la route qui mène au Cap Nord, vous avez certains bars qui sont répartis comme ça tout le long de la route. Il n'y a pas d'habitation, mais vous avez des bars pour les routiers, puisque le Cap Nord est habité, donc ils ont besoin de provisions. Et on avait l'habitude de s'arrêter dans un bar de routier avant d'installer notre campement pour se permettre déjà de se réchauffer, de passer des vêtements secs et de pouvoir se restaurer. Et ce jour-là, c'était à Kielojaki en Norvège exactement, qui est un lieu-dit, hein, il n'y a rien en fait, à part un bar. Et quand je suis arrivé devant le bar était fermé. Le problème, c'est qu'il faisait moins 40, moins 45 degrés ce jour-là, et que quand je m'arrêtais de courir, il était vraiment impératif que je continue de courir tout le temps, puisque la chaleur de mon corps me permettait d'être à température, et quelques minutes d'arrêt me gelaient sur place. Donc je suis arrivé devant la porte et j'étais littéralement gelé, plus possible de bouger, complètement paralysé. Et là, Laetitia a percuté immédiatement, elle m'a déshabillé, m'a passé des vêtements secs, m'a mis sur le quad et a roulé pendant 40 km jusqu'à la première habitation. Et cette première habitation, donc c'était des lapons,
qui m'ont réveillé d'une manière assez originale, puisqu'ils m'ont servi un café, avec ça de café et à peu près ça de vodka. Donc du coup, je ne vous cache pas, j'ai été réveillé très vite. Et donc à l'issue de cet épisode, le lendemain, on est reparti du point où on s'était arrêté, puisque je tenais à courir tous les kilomètres. Et à partir de là, la presse s'est intéressée à nous, notamment la presse finlandaise. Voilà, la presse finlandaise, on a fait la une des journaux là-bas. C'est ça ce qui nous a permis de récolter les premiers fonds pour les enfants malades. On a été aussi logés dans les casernes de pompiers, puisqu'il y a une solidarité qui s'est faite par ça. Donc on a pu récupérer un peu le soir et pas dormir sous des températures assez extrêmes. Et donc voilà, c'était vraiment une aventure fantastique en Laponie. Ensuite, notre périple a continué, plus ou moins sans encombre, hein, avec des rencontres exceptionnelles. Dont notamment une, lorsqu'on est arrivé en Pologne. Voilà, la personne que vous voyez là, avec qui je bois une bière, c'est Marius. Alors Marius, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un peu le bûcheron du magicien d'Oz, mais lui avec un cœur énorme. On l'a rencontré par hasard lorsqu'on passait la frontière lituanienne pour la Pologne. Et en fait, il est marionnettiste, il donne des spectacles dans les écoles. Et il s'est arrangé pour nous suivre sur toute la traversée de la Pologne, pour donner ses spectacles dans les villes où on passait. Et il s'est arrangé pour nous héberger à chaque fois. C'était vraiment une aventure humaine exceptionnelle en Pologne, puisque les gens ont été vraiment d'un accueil extraordinaire, quoi. Je dois dire que c'est vraiment un pays qui m'a marqué pour ça. C'est aussi en Pologne, d'ailleurs, qu'on a récolté assez de fonds pour pouvoir réaliser le premier rêve d'enfant malade, qui était d'acheter un cheval pour Marielle, une jeune fille qui avait la mucoviscidose. Donc là, notre voyage prenait vraiment un sens, et ça nous a poussé vraiment à continuer, hein. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. Et voilà, c'était vraiment exceptionnel de ce côté-là. On est arrivé après à Dunkerque, où beaucoup de gens nous attendaient à la frontière. Alors ça aussi, c'est un souvenir exceptionnel. Et c'est aussi surtout le passage où Laetitia prenait le vélo. Donc là, ça a été vraiment un peu dur pour elle. Il faut savoir qu'elle tirait une charrette où il y avait 70 kg de bagages. Et la difficulté, c'est qu'elle était restée un peu inactive pendant 4500 km, pendant que moi je courais. Donc donc pour elle, ça a été un peu plus compliqué. Mais après, bon, c'est comme tout, hein, elle a réussi. Et de toute façon, j'étais là pour que ça marche. Alors, on a continué notre périple. On devait monter le Mont Blanc. On n'a pas pu à cause des conditions météo. Donc, je ne suis pas allé en haut du Mont Blanc. Je me suis arrêté à mi-chemin. Une autre difficulté a été l'Italie. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'était le comportement routier des Italiens. Et surtout l'état des routes, enfin la configuration des routes, puisqu'on a fait toute la corniche italienne, c'était vraiment très dangereux. J'avoue qu'on s'est fait peur plus d'une fois. J'ai eu plus peur pour Laetitia, puisque moi je pouvais à la limite sauter très facilement sur le bas-côté, elle non. Donc ça a vraiment été un peu compliqué de ce côté-là. Puis on avait eu surtout les premières chaleurs. Et les premières chaleurs ont surtout été très importantes en Sicile, parce que comme vous l'avez vu sur le périple, je passais par la Sicile, où là on avait 47 degrés à Palerme, ce qui faisait un différentiel de 92 degrés par rapport à la température la plus froide. On allait jusqu'à boire 18 litres d'eau par jour, donc il fallait vraiment se ravitailler. Il y avait tout le souci logistique qui était également important. Ensuite, j'ai rattrapé le sud de la France, et au sud de la France, vous allez dire, je vous parle que des difficultés, mais c'est ça qui faisait la richesse du périple. Lorsqu'on est arrivé dans le sud de la France, je suis tombé malade entre Nice et Montpellier. Sans doute trop de courses à pied. Je commençais à uriner un peu de sang, je vomissais. J'ai fait quelques bilans à l'hôpital et en fait tout était plus ou moins normal, quoi. Enfin plus ou moins normal pour quelqu'un qui court 50 km par jour. Et finalement, on a donc continué, plus ou moins sans encombre, alors toujours avec des rencontres exceptionnelles. Les casernes de pompiers, il y a une solidarité. D'ailleurs, c'est la Sainte-Barbe aujourd'hui, c'est la fête des pompiers. Et j'irai les rejoindre après, vous inquiétez pas. Et donc, voilà. Et donc, on a traversé donc l'Espagne aussi avec des rencontres exceptionnelles au niveau des pompiers, la chaleur, un pays aussi qui était très très accueillant pour nous.
Et surtout, donc là, vous voyez, là, c'est des images du sud de l'Espagne, du sud de l'Espagne, où on est près d'arriver. Et le 24 septembre 2007, donc 250 jours, jour pour jour après qu'on soit parti, on est donc arrivé à Gibraltar. Alors, surtout ce qui est important, c'est qu'on est arrivé à Gibraltar, donc 10 407 km, 50 km par jour, 22 paires de chaussures, une seule ampoule. Et surtout, l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose de bien, parce qu'on l'a fait pour nous, on a réalisé nos rêves. Comme vous l'avez vu au début, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, à mes yeux. J'espère, je pousse les gens à faire la même chose, à sortir, comme je vous disais, de leur zone de confort. Et là, justement, vous voyez, j'ai mon petit qui est né bien après, puisqu'il a 4 ans, donc ça fait 7 ans qu'on a fait ce périple. Bon, j'ai fait d'autres choses depuis. Et l'autre jour, c'est drôle, je regardais un film, et un dessin animé avec mon fils. Et sur ce dessin animé, à un moment donné, il y a le personnage qui a dit une phrase qui m'avait marqué. C'était il n'y a pas de rêveur assez petit comme il n'y a pas de rêve assez grand. J'espère simplement qu'il ne l'oubliera jamais. En tout cas, je serai là pour lui rappeler. Et pour vous, je dirais la même chose, allez au bout de vos rêves. Merci.